Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment réussir son divorce? Ben voyons, réussir son divorce, pour rebondir après le divorce. Alors, question fondamentale, question extrêmement importante et sujet d'actualité pour bien des gens. C'est le genre de sujet qui est finalement toujours d'actualité, à un moment ou à un autre, dans la vie de quelqu'un dans notre entourage. Je viens de donner un webinaire pour Tipeee Community, une communauté de parents autour de ce sujet, et ça s'appelait séparer mes parents quand même. D'accord? Bien évidemment, je ne vais pas reprendre tous les points qu'on a vus pendant 1 heure et demie, mais il y a des points que je vais aborder très rapidement qui sont absolument fondamentaux à mon sens là-dessus, parce que je le vis bien évidemment tous les jours dans ma pratique professionnelle d'accompagnement de personnes dans des situations de relations dysfonctionnelles. La première des choses, c'est que une relation qui se termine n'est pas forcément un échec. Je sais que 90% des personnes, ou peut-être même 99% des personnes, considèrent le divorce comme un échec. Je vous invite vraiment à revoir cette croyance-là. Je vous invite vraiment à revoir ça. Je crois qu'effectivement, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Et l'expérience nous a montré, à vous et à moi, que justement, il y a des relations qui ont réussi lorsqu'elles se sont arrêtées. Et il y a des relations qui sont malsaines du fait qu'elles ne s'arrêtent pas. D'accord? Donc, bien évidemment, on ne généralise rien, mais je crois il est important de revoir cette posture systématique de se dire que si je divorce, c'est que finalement je suis en train d'échouer. Sachant qu'en plus, derrière ça, on a à peu près tous le trauma finalement de notre éducation, de nos conditionnements socio-éducatifs et culturels qui nous fait détester l'échec. En vrai, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne progressons pas. Moins on est à l'aise avec l'échec, moins on progresse dans sa vie et quel que soit le domaine. Donc, c'est justement une excellente occasion de se défaire de ce conditionnement socio-éducatif et culturel qui veut que l'échec soit à bannir déjà à la base, mais aussi qui veut que la fin d'une relation soit le signe de l'échec de cette relation. C'est juste la fin. D'accord? La mort n'est pas l'échec de la vie, c'est la fin. D'accord? Alors, il y a autre chose que je vois très souvent, c'est que souvent je vois des personnes qui me disent j'attends que mes enfants soient majeurs pour divorcer, mais de toute façon, je l'aime plus, c'est fini, machin, le mec il m'emmerde, la nana il me fait chier. Donc, voilà. Alors, je sais que vous faites ça, soi-disant, pour préserver vos enfants, mais vous êtes en train de les détruire. Lorsque vous faites ça, il faut bien que quelqu'un vous le dise, donc c'est moi qui m'y colle. Euh, Pourquoi? Lorsque vous attendez finalement, alors que vous avez décidé en fait de partir, vous êtes en fait en train d'accuser l'enfant, finalement, votre propre enfant. Vous êtes en train de l'accuser. En tout cas, c'est comme ça qu'il va le capter. Je vous garantis que c'est comme ça qu'il va le vivre, même si vous n'en parlez pas. Le simple fait que vous le ressentiez, vous êtes en résonance avec vos enfants, surtout si vous êtes leur mère. Mais ça marche aussi pour les pères. Hein. Vous êtes en train de dire à l'enfant, si tu n'étais pas là, je serais parti. Donc si je souffre, c'est à cause de toi. C'est parce que tu es là que je souffre. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire à l'enfant. Donc évitez ça. Si vous avez décidé de partir, partez. Partez intelligemment. D'accord? Expliquez à vos enfants que ce n'est pas de leur faute. Expliquez à vos enfants qu'ils auront toujours la garantie de l'amour que vous avez pour eux et de l'amour que l'autre parent a pour eux, parce que vous êtes garant finalement, vous, en tant que, que parent, vous êtes le garant du lien que votre enfant a avec son autre parent. D'accord? C'est ce qu'on appelle, se séparer intelligemment. Okay? Bien évidemment, il est question de sortir de la logique de guerre. Il est question de sortir, encore une fois, de la posture victimaire. C'est à cause de lui, machin, etc. Il est question de sortir de ça. Il est question de sortir de cette logique qui veut qu'il y ait un coupable.
Si c'est un truc, on remarque, c'est assez stupide en fait, hein, comme comportement. Il y a des personnes, et je l'ai vu tellement souvent, des personnes qui auraient pu effectivement se séparer en bonne intelligence, mais il faut qu'il y ait un coupable. Parce qu'on vous a dit, on vous a mis dans la tête, en bon esclave que vous êtes, que quand on se sépare, il y a un fautif, il y a un coupable. Et bien évidemment, ce n'est jamais vous, bien sûr. Vraiment, je vous invite vraiment à revoir ça, à revoir cette histoire-là. Alors, bien évidemment, lorsque je dis de sortir de la logique de guerre, il est effectivement question de ne pas se servir des enfants pour faire pression sur l'autre. Hein? Hein? On arrête ça? OK? On arrête de jouer au con? On est d'accord? Merci. Mais alors, attention, attention, parce que j'entends effectivement ce genre de discours un peu partout dans les milieux du développement personnel ou spirituel. Non, il ne faut pas parler de mal de l'autre devant tes enfants. D'accord, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Je suis le premier à le dire. Par contre, il ne faut pas non plus le penser. Attention à la mascarade, attention au carnaval, attention au macaquerie. Parce que si vous vous efforcez effectivement de ne pas dire du mal de l'autre parent devant vos enfants, mais qu'à l'intérieur de vous, vous continuez à ruminer, vous continuez à entretenir en fait la haine, la guerre, l'inimitié, en réalité, ça, vos enfants le captent. Hein. D'accord? Merci. Et du coup, là où c'est pire, c'est que du coup, l'enfant va bien sentir que vous souffrez. OK? Et neurone miroir, hein, encore tout ça. Je ne suis pas en train de vous parler de choses angéliques. Je ne suis pas en train de vous parler de choses romantiques. Je suis en train de vous parler de biologie, neurone miroir. D'accord? Ce qui fait que vos enfants savent très bien ce que vous ressentez. C'est précisément cette histoire de neurone miroir. Comme vous pouvez très bien savoir ce que ressentent vos enfants. Donc, si vous faites l'abri vente de camp devant et que derrière, vous souhaitez la mort de l'autre, en réalité, vous êtes encore une fois en train d'accuser vos enfants. C'est comme ça qu'ils vont le capter de toute façon. C'est pas la peine de... Je sais que c'est un raisonnement à la con, mais c'est un enfant. D'accord? N'oubliez pas que vous-même, vous raisonnez peu parce que vous avez un cerveau et qu'un cerveau, ça ne tient pas à ça. Un cerveau a beaucoup trop de choses importantes à faire pour passer son temps à raisonner. D'accord? Le raisonnement, c'est la dernière chose que fait le cerveau chez un adulte, hein, j'entends. Et c'est la chose qu'il fait le moins parce qu'encore une fois, il a des choses plus importantes que ça à faire. On est OK? Donc, imaginez-vous encore un enfant. D'accord? Imaginez-vous surtout si, bien évidemment, vous avez donné une éducation à vos enfants, donc vos enfants sont en pleine blessure narcissique, vos enfants sont en pleine dépression infantile précoce, donc si vous en rajoutez une couche, là c'est encore pire, en fait. Là, vous êtes en train de les détruire, d'accord? Donc effectivement, attention à vos postures vertueuses, attention à vos comportements vertueux qui ne sont pas soutenus par une posture et une intention vertueuse. D'accord? Pensez effectivement à apaiser à l'intérieur, apaiser votre esprit. Et ça se fait avec le pardon thérapeutique. Mais avant d'en venir au pardon thérapeutique, puisqu'on parle de séparation et de divorce, on parle forcément de procédure. Et faites attention à ça. Trouvez la paix avant la procédure. Parce que la procédure ne vous apportera pas la paix. Je vais vous dire un truc. La procédure ne va même pas vous apporter la justice. Enfin, le sentiment de justice. Je veux dire par là que si vous entretenez un sentiment d'injustice, une blessure d'injustice, comme dirait Lise Bourbeau, si vous êtes embourbé dans Lise Bourbeau, elle vous a dit que vous avez une blessure d'injustice, mais la justice ne vous rendra pas justice en ce sens où la justice ne va pas guérir votre sentiment, votre blessure d'injustice. Vous devez d'abord guérir à l'intérieur avant de partir en guerre, avant de partir en procédure, en tout cas pendant, parce que si par malheur, et je dis bien par malheur, vous obtenez gain de cause et que vous n'avez pas fait précisément la paix à l'intérieur de vous, là vous sombrez dans une dépression assez violente. Okay? Je ne souhaite ça à personne. C'est pas beau et en plus c'est compliqué à gérer. Je vous garantis. Même pour nous autres thérapeutes, c'est hyper compliqué à gérer. C'est très très compliqué à gérer. Parce que vous vous retrouvez vraiment au bord du gouffre, hein, vraiment. C'est certainement les choses les plus
les plus ardus finalement qu'on a à gérer. Je vous garantis que c'est beaucoup plus facile d'accompagner une personne victime de trauma de guerre, de trauma sexuel, de ce que vous voulez, d'agression, d'attentat, de ce que vous voulez. C'est beaucoup plus facile à accompagner que quelqu'un qui se retrouve finalement dans la Grande Dépression, dans une résurgence, dans un backdraft de sa dépression infantile précoce, parce qu'effectivement, elle s'est battue comme un beau diable. Et puis, au final, elle a obtenu gain de cause, elle a obtenu la pension, elle a obtenu la garde des enfants, elle a obtenu la maison, elle a tout obtenu, mais finalement, elle n'a toujours pas obtenu la paix. Et elle y a laissé des plumes. C'est extrêmement compliqué à gérer. Je vous garantis que c'est compliqué à gérer. Donc, ne pensez pas, ne vous jetez pas corps et âme dans une procédure si précisément votre âme n'est pas apaisée. Comment est-ce qu'on fait pour apaiser son âme? Par une pratique, une posture, j'insiste, hein, une posture de pardon thérapeutique. Encore une fois, attention à la macaquerie, attention au carnaval, attention à la mascarade. Le pardon thérapeutique, ce n'est pas qu'une démarche. Okay? Ce n'est pas une dictée. Okay? C'est une posture. Et si vous n'avez pas la posture et que vous faites le carnaval, je vous garantis que votre vie sera le carnaval. Mais sauf que dans le carnaval, ce sera vous le pantin. D'accord? Vous allez vous retrouver le Vaval, justement, le pantin dans le carnaval des autres. Donc, vraiment, faites attention à ça. Le pardon thérapeutique, je vous ai dit, c'est le premier outil que j'ai mis en place et pendant très longtemps, c'est le seul outil que j'ai inventé parce que tellement il résolvait tous les problèmes que j'accompagnais chez mes accompagnés, justement, tous les problèmes que mes accompagnés rencontraient, tellement c'était vraiment une panacée. Après, je suis entré dans des choses un peu plus complexes comme la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes, la double page et des choses nettement plus profondes. Et puis une autre version de la barrette des croyances, mais c'est des choses très complexes. Par contre, le pardon thérapeutique, je vous garantis, pourquoi j'ai presque envie de dire que c'est une panacée, que je considère ça toujours comme une panacée, parce qu'il est indispensable. Il est indispensable. Vous ne pourrez pas trouver la paix sans ça. C'est pas la peine. Hein. Enfin, vous pouvez chercher, si vous avez 3 vies à gaspiller. Cherchez, mais vous n'avez pas trouvé. Parce que le pardon thérapeutique tel que je le conçois, ce n'est pas une démarche religieuse, c'est beaucoup trop sérieux pour ça, désolé pour les religieux. Ce n'est même pas une démarche spirituelle, en fait, en vrai, c'est encore plus large que ça. C'est une démarche holistique, c'est une démarche biologique, c'est une démarche neuroscientifique, c'est une démarche holistique, c'est une démarche complète, totale. C'est une démarche qui vise à modifier votre personnalité. Parce que c'est votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. Ça fait 150 ans qu'on vous le répète. Si vous voulez changer de réalité personnelle, vous devez changer de personnalité. Votre personnalité, c'est votre façon d'agir, votre façon de ressentir, votre façon de penser. Donc, c'est la façon que vous avez de gérer l'espace, le temps, les relations et les possessions. Donc, c'est votre configuration neuronale, c'est votre structure subconsciente, c'est le fonctionnement de votre cerveau et de votre système nerveux, c'est la composition neurochimique de votre système nerveux et de votre cerveau, et c'est également la structure de votre cerveau et de votre système nerveux. Donc, c'est ça qu'il faut changer. C'est un changement profond. Et tant qu'à changer de personnalité, autant devenir qui on est, autant devenir son soi authentique, autant en profiter pour se déconditionner, pour emancipate yourself from mental slavery, autant en profiter pour se déconditionner, autant en profiter pour... Ça rend heureux, ça peut être bien, hein, accessoirement c'est sympa, mais autant en profiter justement pour sortir de cet écartèlement entre le soi authentique et le moi social, autant en profiter pour arrêter de souffrir, autant en profiter pour finalement, enfin, faire un bon usage de son âme. À plus tard.